bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Eh bien, c'est parti pour ce deuxième panel de l'Agence de mobilité durable. Je me présente, je m'appelle Marc-André Carignan, je suis auteur, chroniqueur et animateur spécialisé en aménagement urbain. Très content que vous preniez le temps de vous connecter, très content d'avoir aussi, encore une fois, un public, ma foi, qui est très généreux ici dans la salle. Merci d'être là. On s'était parlé, il y a quelques semaines à peine, vous étiez peut-être avec nous pour le premier panel qui portait sur l'électrification des flottes, comment on passe de la théorie à la pratique. Aujourd'hui, je vous dirais qu'on s'en va dans une autre direction complètement. On va plutôt parler de stationnement. Et ça, c'est intéressant, le sacro-saint stationnement. Et je le dis vraiment avec un petit sourire en coin de lèvres parce que il y a quelque chose, je pense que c'est très culturel, il y a quelque chose de très viscéral dans le stationnement. Vous savez, moi qui ai couvert l'actualité municipale pendant une dizaine d'années, lorsqu'on parle de retirer le stationnement, une case, quelques cases, que ce soit pour des bandes cyclables, des saillies de trottoir, la première question que les journalistes que nous allons poser, ça retire combien de cases de stationnement, ça? Et donc, il y a un attachement. Je pense qu'évidemment, c'est lié à notre culture nord-américaine des dernières années où on a beaucoup poussé la voiture. La voiture, il y a quelques décennies à peine, c'était la voie de l'avenir. Puis si on voulait être une ville moderne, on devait mettre de l'asphalte et on devait en mettre de la voiture dans la ville, incluant du stationnement. Ça inclut aussi les banlieues, évidemment. Évidemment, aujourd'hui, là, on regarde avec notre regard de 2022 et on se dit... peut-être qu'on est rendu ailleurs, peut-être qu'il faudrait mieux gérer la mobilité et ça peut paraître contradictoire parce que la thématique d'aujourd'hui, c'est le stationnement comme étant un levier de mobilité durable et ça peut paraître contradictoire de mettre le mot stationnement et mobilité durable dans la même phrase parce que beaucoup de gens vont penser au stationnement, voiture solo, etc. Mais au contraire, il ne faut pas démoniser le stationnement et c'est ce qu'on va tenter de démontrer aujourd'hui avec nos différents panélistes. Il faut simplement peut-être mieux le gérer pour arriver à une mobilité plus durable. D'ailleurs, on va vous inviter à participer, période de questions un peu plus tard, donc retenez vos questions. Même chose pour vous si vous nous écoutez virtuellement. Vous pourrez dans la zone, en fait, si vous sortez du mode plein écran, là, si vous êtes en mode plein écran actuellement, vous avez une zone de clavardage dans laquelle vous allez pouvoir nous envoyer vos questions. Vous pouvez les envoyer au fur et à mesure que l'événement se déroule, puis on essaiera d'en passer le plus possible au cours de la prochaine heure. D'ailleurs, merci. Il y a plus d'une dizaine de villes inscrites, donc on nous regarde un peu partout à travers le Québec. Ça attire l'attention à travers le Québec, donc on est très content. Il y a un mot-clic aussi, encore là, si vous êtes là virtuellement avec nous, donc le hashtag RDV pour rendez-vous Agence Mobilité MTL. RDV, Agence Mobilité MTL en un seul mot, c'est le mot-clic officiel de l'événement. Et voilà, j'ai déjà mentionné les téléphones, les vibrations. Alors, on peut commencer. Sans plus tarder, je vais vous présenter nos invités, nos panélistes aujourd'hui qui se joignent à nous. Tout d'abord, je vais y aller peut-être en ordre comme ça, selon les sièges. Pierre-Yves Chopin, conseiller en aménagement et mobilité pour Vivre en Ville. Merci beaucoup d'être là. Merci. On a Charles de la Chevretière, directeur des stratégies d'affaires et de la mobilité de l'Agence de mobilité durable. Merci beaucoup. Merci. Florence Poliac-Scherer, on se croise de temps à autre sur des tables rondes, donc titulaire de la chaire internationale sur les usages et pratiques de la ville intelligente à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Merci beaucoup d'être là. J'ai oublié notre panéliste, mon Dieu, j'ai oublié sur écran, Chiara Molinard, qui est chef de projet politique piétonne, hospitalité et usage de l'espace public, directement de Paris quand même. Bonjour à vous. Bonjour. Et on a au bout, donc, Marco Viviani, vice-président développement stratégique de Communauto. On vous voit beaucoup ces temps-ci dans les médias, donc on aura la chance d'aborder différentes thématiques que vous avez présentées publiquement ces derniers temps. Pour débuter le panel, j'irai peut-être avec une question, je vous dirais, un peu plus générale, parce qu'avant de parler de gestion puis comment on en fait de la mobilité durable avec le stationnement, je pense lorsqu'on parle de gestion du stationnement, puis je vais la poser à vous, M. de la Chevretière, on parle de quoi? Ça va de où à où la gestion du stationnement lorsqu'on parle, entre autres, de l'Agence de mobilité ici à Montréal? Bien, dans le cas de l'Agence de mobilité durable, puis l'intention aussi derrière la Ville de Montréal, dans la création de l'agence, c'était justement, on sait que la ville, la rue à Montréal, l'espace de la rue de façade à façade, c'est accaparé environ à 75 % pour l'automobile, soit pour circuler, soit pour s'y stationner.
Donc, c'est un espace qui, justement, on le sait, n'est pas figé dans le temps. Puis moi, j'aime toujours retourner voir des vieilles images, des vieilles photos des années de la Première Guerre mondiale, années 20, où la rue était vraiment pour tout le monde, avec des tramways, des calèches, des vélos, des piétons surtout. Très rapidement, dans les années 20, on s'est retrouvé avec, justement, on a donné la place, tout cet espace public-là, à la circulation automobile et notamment au stationnement. Et là, on parle d'espace public. Puis il faut faire un pas en arrière. Quand on parle de transport, on parle toujours de deux composantes. Une composante qui est très dynamique, le déplacement, puis une composante qui est statique. On n'imaginerait jamais, par exemple, une ligne d'autobus sans penser à l'arrêt d'autobus ou une ligne de métro sans penser à la station et son aménagement. Mais on a dissocié le stationnement pendant tout ce temps, du déplacement automobile en quelque sorte. On sait qu'il faut stationner pour se déplacer, mais le stationnement n'a jamais été vraiment géré pendant plus de 100 ans parce que c'était ultimement trop compliqué. Il y a énormément de savoir à aller chercher, de données à aller obtenir. Donc, on mettait le plus de cases de stationnement possible, puis on se disait... Puis on se posait de toute façon, jusqu'à il y a relativement récemment, c'était très binaire le transport. C'est soit qu'on prenait l'automobile, soit qu'on prenait le transport collectif, la marche pour faire les courtes distances. En Amérique, on ne parlait pas de vélo. C'est relativement récent. Donc, dans tous les cas, on se retrouve avec cette composante donc sur rue. Et évidemment, il ne faut pas oublier qu'on a une composante aussi hors rue, et ce sont des vases communicants. Ce qui ne va pas sur la rue va sur la rue. Et pendant longtemps, pendant les années 30, 40, 50, les ingénieurs en transport ont rapidement réalisé qu'il allait y avoir beaucoup d'automobiles, il fallait les accommoder. Et on a commencé, pour chaque fonction commerciale ou d'activité, on attribuait du stationnement. Pourquoi? Pour éviter que les voitures stationnent en double sur la rue pour qu'il n'y ait pas de congestion. On s'est donc retrouvé avec une énorme surcapacité de stationnement, parce qu'un peu comme l'automobile, qu'on utilise presque, une automobile est immobile presque 95% de son existence, mais les stationnements aussi sont généralement beaucoup plus vite qu'on l'imagine. La gestion du stationnement, c'est d'arriver à cet équilibre-là, à essayer de le comprendre. Donc, quand on parle de gestion du stationnement, la première étape, c'est de comprendre ce besoin-là, qui aujourd'hui est relativement peu connu, probablement parce qu'il y a peu de données liées au stationnement, parce que pendant longtemps, on payait les parcomètres avec de l'argent, c'était très anonyme, toutes ces questions-là. Donc, il y a peu de données. On commence à accumuler toute cette donnée-là, ce qui nous donne des portraits beaucoup plus clairs du vrai besoin. Et de fil en aiguille, on peut commencer à dire, OK, cet espace-là qui est alloué au stationnement, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt l'utiliser pour faire un élargissement de trottoir, des voies réservées, des pistes cyclables, des terrasses, etc. Et donc, on est dans cette approche à l'agence où l'on souhaite justement amener beaucoup plus d'équité, beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus d'accessibilité quand on parle de gestion du stationnement. C'est intéressant, vous avez parlé du mot « données », le « data », évidemment. Et Florence, c'est un peu le pain et le beurre de votre chaire de recherche, c'est-à-dire que sans data, ça devient difficile de faire de la gestion du stationnement et de la mobilité. Bien, je pense que sans données, au sens large, sans connaissance, sans compréhension aussi des milieux dans lesquels ces stationnements, ou je dirais, moi j'aurais tendance à dire cet espace public dédié au stockage de la voiture, comme Charles le mentionnait, je pense que c'est vraiment important d'avoir une connaissance fine, je dirais, du stock et du flux, donc du stock et des usages actuels, mais c'est très important d'avoir une compréhension de comment l'environnement immédiat fonctionne, des besoins de la collectivité ou de la communauté dans lequel ces stationnements sont positionnés. Parce que, en fait, l'enjeu de la gestion, puis on en reparlera certainement, c'est la territorialisation, c'est la contextualisation de cette gestion-là. Il n'y a pas de réponse univoque, uniforme. On ne peut pas avoir une politique de stationnement, mais plutôt des approches de stationnement ou de gestion du stationnement qui soient vraiment adaptées aux besoins. Alors, le stationnement, c'est une destination, ça veut dire on vient de quelque part pour se stationner. Donc, cet espace-là dédié à la voiture, il est une destination pour des gens qui viennent d'ailleurs, mais c'est un espace public. Puis je vais certainement radoter pendant tout le panel en rappelant que c'est avant tout de l'espace public linéaire, donc ça peut être autre chose qu'un espace de stockage. Et ça a à voir avec la vie autour, avec les activités autour. Alors si on est sur une artère commerciale, une rue résidentielle, les besoins vont varier, donc les options vont être différentes. Donc data, moi j'aime bien employer le terme de connaissance parce que la donnée massive ou la donnée systématique, elle va être vraiment très importante, mais il y a d'autres données qui ne sont pas celles liées directement à l'usage du stationnement dont on va avoir besoin pour décider quoi faire de l'espace public linéaire qui est le long de ces trottoirs et qui peut être optimisé, récupéré et alloué à d'autres usages de mobilité et d'aménagement. Le stationnement, la gestion du stationnement, c'est un objet frontière entre le transport, les politiques de transport, on va dire maintenant désormais les politiques de mobilité, et l'urbanisme, l'aménagement urbain.
parce que c'est un espace qui est malléable et qui est collectif. Donc c'est vraiment, on est dans une perspective de connaissance multidimensionnelle, c'est vraiment très important. Vous avez parlé du stationnement comme destination, comme point d'arrivée. Votre collègue à côté, c'est un point de départ, le stationnement, pour pouvoir louer les voitures. Donc vous le voyez à l'envers, j'imagine. Oui, non, tout à fait. C'est clair que pour nous, c'est plus un point de départ. Mais je me rattache à ce que disait Charles tantôt. Bien, on oublie toujours que dans un système de transport, il y a un point de départ, un point d'arrivée, et pas seulement un tracé de connexion. On fait ça pour tout, que ce soit le transport en avion ou en train, mais on ne le fait pas pour la voiture. Et là-dessus, j'aimerais apporter un regard un peu différent, parce que je pense qu'ici, dans l'auditoire, on est tous plus ou moins d'accord sur les choses qu'on va dire. Donc, c'est bon, etc. Ouais, peut-être. OK. Peut-être qu'il y en a quelqu'un, on l'attend, au moins, on va avoir un peu de débat. Mais ce que je veux dire est que cette méconnaissance du stationnement, cette habitude à l'oublier quand on pense à la chaîne du transport en voiture, etc., avec toutes les implications qu'on a dit qu'on va dire. Tient pour acquis. Ben oui, mais il y a quelque chose de culturel là-dedans, qui même pour les personnes convaincues, il est là. Je me suis fait dire par un maire d'une grande ville progressiste, mais vous ne voudriez pas vous faire de la publicité avec l'espace public, parce qu'on demandait de pouvoir caser de l'autopartage qui réduit le nombre de voitures, de réduire le nombre de stationnements en voirie. Donc, même nous-mêmes, on a ce réflexe culturel de considérer le stationnement comme quelque chose à part, qu'il ne faut pas toucher, que c'est mieux pas trop connaître, parce que quand on le connaît, après on se pose des questions. Je veux dire, je jette un autre pavé dans la mare, là. Je veux dire, on a vu la vision de PUM, il n'y a pas beaucoup de pages sur le stationnement, là, et on s'entend qu'à Montréal, s'il y a quelque chose qui va changer la mobilité et l'urbanisme, c'est le nœud du stationnement. Je suis certain qu'il y a eu une réflexion, mais probablement on n'a pas voulu l'adresser pour éviter, etc. Alors, je pense qu'il y a ça en arrière dans notre façon de regarder le stationnement, d'essayer de le cacher ou d'y penser pas trop parce que c'est inconfortable. Pierre-Yves? Charles disait tantôt qu'on commençait tout juste à gérer le stationnement. Et en fait, dans encore la très, très, très vaste majorité des cas, c'est encore une non-gestion, une gestion ultra basique de dire on en offre, puis on demande au privé d'en offrir. Bref, il faut qu'il y en ait. Mais je veux dire, à Montréal, il y a 500 000 cases de stationnement sur rue, il y en a 4% qui sont tarifés. Donc le reste de ça, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est on offre une des principales drogues de notre dépendance à l'automobile gratuitement à tout le monde, ou presque. Pour les tarifs de vignettes, mettons, là, on peut dire que c'est à peu près gratuit. Je pense qu'il faut absolument questionner ça. C'est-à-dire, si on veut changer des choses par rapport à la mobilité, par rapport à l'indépendance à l'automobile, il faut déjà commencer à arrêter de se tirer dans le pied en offrant ce stationnement-là aussi facilement, aussi gratuitement. Et puis justement, après, le repenser à qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre comme rôle. Et comme finalement, gérer le stationnement, c'est gérer de l'espace. Gérer une ressource extrêmement précieuse. Et cet espace-là, actuellement, on l'offre gratuitement comme de l'entreposage privé. Je reviens à la notion de acquis. On le tient un peu pour acquis, surtout quand en banlieue, souvent, n'est pas tarifé. Je voyais Chiara qui acquiesçait pendant vos différentes interventions. Je serais curieux de vous entendre, vous, sur la définition ou votre vision de la gestion de la mobilité. Oui, tout à fait. Je partage ce qui a été dit et ce que je voudrais rajouter, c'est notamment que notamment à Paris, le stationnement et donc la réforme récente du stationnement a été conçu comme un levier de transformation de l'espace public autant qu'un levier de transition vers d'autres mobilités. Et cette notion spatiale était vraiment à la base de cette potentielle reconquête de l'espace public, était vraiment à la base de la réflexion parce que l'espace public est très rare à Paris et on ne peut pas se permettre, comme ça a été dit, de le donner gratuitement ou d'en faire une utilisation qui correspond plus aux besoins de la ville moderne, des besoins des Parisiens d'aujourd'hui.
Et j'ai l'impression aussi que si on en vient à parler de gestion, qu'on a beaucoup fait ça en silo ces dernières années, un peu comme le disait Pierre-Yves, le privé offre du stationnement, le public offre du stationnement, et donc il y avait peu de communication entre l'offre, puis on le sait très bien que les tours à bureaux après 17 heures le soir sont vides, les salles de spectacle de jour sont vides, bon, des choses comme ça. Donc cette espèce de communication entre le privé et le public aussi, on a l'impression, parce que vu que c'est sous terre, on ne les voit pas, on a l'impression que ces cases-là n'existent pas. Donc, sur rue, on dit, voyons, il n'y a pas de stationnement. Il y a eu beaucoup des gestions, ou en tout cas, comme vous disiez, c'était peut-être pas de la grande gestion, mais bref, c'était beaucoup privé versus public, puis personne ne se parlait vraiment. Est-ce que je me trompe? Non, ben en fait, c'est beaucoup ça. Même les politiques, même les réglementations municipales, en fait, incitaient à justement générer beaucoup plus de capacité qu'en fait, il y avait de demandes. Donc, évidemment, tout a été déconnecté, tout s'est fait de manière déconnectée, mais de plus en plus, on commence à voir le concept de mutualisation apparaître où, évidemment, certains, autant des terrains qui sont associés à des générateurs publics, des bibliothèques, des centres sportifs, des choses comme... Des fois, ce sont de grands espaces, sont généralement vides, et pourtant, tout à côté, on peut avoir des collèges, des écoles. On le fait pour les équipements de sport souvent, c'est pas rare, de plus en plus, on commence à le voir, une mutualisation de ces types d'équipements. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas aussi pour le stationnement? C'est certain, quand on fait la somme de tout ce qu'il y a en termes de stationnement public et privé, on voit bien qu'il y en a beaucoup trop. Alors, c'est cette compréhension qui est nécessaire pour, justement, comme le disait Florence, ouvrir cette possibilité linéaire sur la rue qui est une ressource publique finie, en fait, qui a une limite, pour justement voir comment est-ce qu'on ne pourrait pas plus profiter. Et il va y avoir de l'intérêt dans tout, en fait. Ces infrastructures-là, hors rue, sous terre ou hors terre, vont être rentabilisées sans aucun doute. Sans aucun doute. Mais on commence par où? Par où, en fait, je peux la prendre dans les deux sens, la question. Quels sont les enjeux ou les limites? Et donc, on commence par où pour essayer de passer au-delà des enjeux ou des limites qu'on peut avoir actuellement? Florence, quand on parle de gestion du stationnement, si on veut en faire un levier de mobilité durable, qu'est-ce qui manque là, présentement, par exemple, à Montréal ou à d'autres villes qui nous écoutent actuellement pour arriver à l'aspect durable de la gestion? Alors, je vais pas commencer par ce qui manque à Montréal, je vais commencer par quelques constats généraux. C'est-à-dire que là, on essaye ce qu'on dit tous, là, c'est on essaye de déverrouiller un espèce de système socio-technique là, qui est hérité, qui crée des inerties, des verrous très forts, qui est celui de la dépendance à l'automobile. Donc, par définition, s'attaquer au stationnement, c'est l'ultime, c'est là où on stocke la voiture. Si vous supprimez du stationnement, on ne peut plus utiliser la voiture. Donc, l'optimisation qu'on cherche à faire, c'est vraiment un maillon essentiel de ça. Bon, ça prend une volonté politique forte, assumée, de fixer des objectifs de mobilité durable et de tenir la vision dans le temps long et de mobiliser les ressources. Ça a l'air un peu trivial, on a toujours l'impression qu'on dit « ah oui, il faut de la volonté politique », mais ça prend une vision, puis une vision collective aussi, c'est le deuxième ingrédient, c'est-à-dire une vision donc politique assumée dans le temps long, et donc une vision vers où on veut aller et de quels moyens on se dote pour y parvenir. Donc certainement de l'optimisation du stationnement, c'est certain. Certainement aussi de la réduction du stationnement et du développement d'alternatives, parce qu'on veut aussi réduire la dépendance à l'automobile, donc il va falloir réduire l'offre de stationnement par rapport à ce qui existe aujourd'hui, pas simplement l'optimiser, c'est à mon avis une deuxième notion. Puis ça veut dire aussi que, bon, ça peut se décliner, on voit des expériences dans des villes, il y a des villes qui ont des politiques métropolitaines de stationnement, il y a des régions, il y a des villes qui ont des politiques municipales, il y en a qui ont des plans locaux, donc ça peut se faire à différentes échelles, là après il faut voir ce qui est le plus pertinent, puis ça se fait dans des projets aussi très contextualisés. Là, bon, donc, au-delà de ça, ça prend des règlements, ça prend là, c'est la partie plate de l'affaire, ça prend des contraintes, donc ça prend des règlements d'urbanisme, des règlements d'aménagement, ça prend des règles sur les normes de stationnement. Il faut faire sauter définitivement les exigences minimales de stationnement quand on construit des nouveaux édifices. Ça existe dans plusieurs arrondissements, mais il faudrait vraiment que ça soit généralisé pour concevoir l'offre en fonction du milieu, c'est-à-dire si on est proche d'une ligne de transport collectif, certainement qu'on peut diminuer
connaît les ratios de stationnement. Si on a de la suroffre privée, on peut peut-être et publique d'ailleurs, on peut peut-être mutualiser du stationnement, jouer sur les temporalités des usages. Donc ça prend des règlements qui existent et qu'on peut appliquer localement. Et je remonte ma chaîne à condition d'avoir une vision et de décider que la feuille de route désormais, c'est moins de stationnement, plus de stationnement optimisé et récupération de l'espace public pour des alternatives. Alors ça a l'air simple, on s'entend que qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, c'est un sujet sensible, vous l'avez dit, presque épidermique pour certains. Donc ça prend du débat, du dialogue avec ceux qui pensent que quand on enlève leur plage de stationnement, on perd du chiffre d'affaires, avec ceux qui pensent que c'est un acquis devant chez eux, etc. Ça prend de la pédagogie, il y a des données probantes sur les effets positifs. Ça prend un dialogue très difficile à mener, mais qui est faisable avec les utilisateurs et les bénéficiaires de ces espaces. Marco? Évidemment, je suis plus que d'accord. Et je pense que, par contre, je fais un pas en arrière, c'est-à-dire, je pense que toute cette réflexion, si elle est basée sur de la connaissance, ça va vraiment nous aider à faire la conciliation avec la population et à trouver aussi le courage politique. Une fois qu'on connaît les portraits, on peut comprendre comment cet espace est utilisé et comment on veut l'utiliser. Et je pense que ça, c'est, je veux dire, les exemples d'îles piétonnières, de paiement de stationnement, d'infrastructures, on pense au rêve ici à Montréal, etc., qui sont des succès, même si on a enlevé du stationnement, parce qu'il y avait une logique en arrière qui s'était comprise par des données avant et des réalisations après. Alors, je pense qu'en donnant bonne connaissance, on se rend compte de l'irrationalité de ce qu'on est en train de faire et de qu'est-ce qu'on veut faire avec ce territoire, on peut trouver cette vision qui rassemble aussi les gens autour d'un projet qui est différent de celle de mettre du stationnement partout. Pierre-Yves? Je pense que c'est effectivement de la connaissance puis de la reconnaissance. Je pense qu'on a intimement là, tous soif de justice et le stationnement est quelque chose de profondément inéquitable. Je veux dire, les coûts du stationnement sont répartis sur l'ensemble de la société dans la plupart des cas pour le stationnement public, mais aussi pour le stationnement privé. Le stationnement du centre d'achat dans lequel on va, on le paye tous, qu'on y aille en bus, à pied, à vélo ou en voiture. Donc cette inéquité du stationnement gratuit ou sous-tarifé, il faut la reconnaître et puis commencer à s'y intéresser en ces termes-là de justice sociale, si on veut. Et puis je pense aussi pour réussir à changer ces choses-là, il ne faut pas juste s'attaquer au stationnement. Là, on l'a dit, il faut s'attaquer à l'ensemble des choses, mais il faut arrimer ces réformes-là avec des réformes qui nous rejoignent peut-être plus d'un point de vue aspirationnel. Je pense par exemple à toutes les questions de l'habitation. On a besoin de plus de logements. Une des solutions pour pouvoir offrir plus de logements et d'en baisser les coûts, c'est de questionner le stationnement et la place du stationnement que représente le stationnement dans les projets résidentiels. Puis je pense par exemple à l'Oregon où ils ont passé une loi qui interdit à toutes les villes de dépasser un certain ratio dans leur minimum, d'exiger plus qu'en gros une case par unité dans les villes. Donc ils ne sont pas en train d'abolir les minimums, mais au moins ils interdisent aux villes d'exiger 2 cases de stationnement, par exemple. Et ça, ils l'ont fait non pas dans une réforme à l'échelle de l'État du stationnement, mais ils l'ont fait dans une politique d'habitation. Donc, ils se sont rendus compte que pour permettre plus de maisons, donc de duplex, de triplex, etc., on avait besoin de réformer le stationnement, donc on avait besoin d'interdire aux villes de faire n'importe quoi en termes de stationnement, donc on réforme aussi le stationnement. Donc, je pense que l'attacher avec quelque chose auquel on aspire tous, donc plus de justice sociale, mais des meilleures conditions de logement, des meilleures conditions de mobilité, l'exemple du rêve, évidemment, c'est un très bon exemple, c'est super important pour réussir à le faire passer auprès des décideurs puis auprès de la population, ultimement. Charles? Nous, en fait, à l'agence, on est en train de bâtir cette connaissance-là. Donc, c'est une des premières choses. En transport, on dit souvent on n'a pas assez de données, mais il n'y a pas de données en stationnement. Donc, sur 2 fronts, on attaque. Le premier, on est à travailler sur ce qu'on appelle l'inventaire de la bordure. Donc, on veut gérer, on veut optimiser, on veut mieux gérer cette bordure-là, on veut l'affecter autrement, mais il faut la connaître. Donc, ça, c'est le premier élément sur lequel on travaille. À cela, éventuellement, s'ajoutera toutes les lectures de capacité, donc arriver à mieux saisir l'utilisation de cette bordure-là. Sur le deuxième front, connaître cette capacité hors rue-là. Donc, il y a un volet qui est public, il y a un volet qui est privé, comme tu disais.
On travaille. Le stationnement fait en sorte, c'est souvent en fait, au-delà du silo que tu nommais tout à l'heure, il existe aussi un flou énorme en ce qui a trait à sa comptabilité, puis même à sa connaissance par rapport à qui gère quoi, qui paye quoi en termes de ça, qu'est-ce que ça coûte vraiment, même pour les acteurs privés, c'est très flou toutes ces questions-là. Donc, au-delà de la question de combien il y a de places de stationnement en rue et où se trouve-t-il, il y a aussi la question de combien ça coûte et qui paye. Parce qu'il y a le déneigement, le marquage, et ça, on l'oublie encore là, on le tient pour acquis. Des fois à entretenir, oui. Exactement. Et oui, Florence, vous allez dire. Les externalités négatives, on oublie souvent dans la comptabilité du coût du stationnement ce que ça coûte à la société. Le fait d'entretenir la dépendance automobile via le stationnement, ça a des impacts sur la santé, sur les maladies, les accidents. Donc les externalités négatives sont beaucoup plus coûteuses à la société. Donc le coût, c'est compliqué à calculer, mais l'offre dont tu parlais, on la connaît très mal, hein, effectivement, Charles, parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est qu'un stationnement, à part celui qui est délimité par une bande blanche, puis avec une tarification de type horodateur. Ça, on sait, puis on peut le compter, mais il y a énormément de linéaires, de bordures, de rives, de rues sur lesquelles il y a du stationnement. Combien? Ben, on ne sait pas, il n'y a pas de marque, jusqu'où, il n'y a pas toujours de la réglementation. Et donc, il y a moult stationnements flous également aussi, ce qui pose un enjeu. Rapidement, ce qui est aussi très flou, en fait, et on parlait encore de silos, on va avoir besoin de cette collaboration du secteur privé. Donc, on parlait de pédagogie tout à l'heure, on parlait d'apprentissage, de changer les habitudes, les comportements, mais ça va être aussi auprès des propriétaires. Il faut qu'ils puissent mieux informer des organisations comme l'Agence Mobilité Paris, etc., pour nous aider à mieux gérer cet espace-là. Il faut mieux comprendre leurs habitudes de déplacement. Et on ne peut pas rentrer chez les gens comme ça. Donc, on a besoin de cette collaboration-là avec eux aussi. Chiara, Florence parlait tantôt de volonté politique et de l'importance de peut-être réduire un peu les cases de stationnement. Du côté de Paris, vous avez quand même pour objectif de supprimer près de 50 %, donc une case sur deux des espaces de stationnement sur rue. Tout d'abord, vous voulez faire ça dans quel horizon? Et j'imagine que ça ne fait pas l'unanimité. Oui, tout à fait. Alors oui, l'ambition est assez grande. L'objectif, effectivement, est de 50 % sur le temps de la mandature, donc 2026. La fin de la mandature est en 2026, donc c'est un temps relativement court. Ce qu'il est important de préciser, c'est que on parle là de effectivement stationnement de rue. À Paris, le stationnement de rue représente finalement 18 % à peine de l'offre totale. Et quand on regarde ça, la moitié du 18 %, on se rend compte que finalement, c'est moins impactant, c'est moins dramatique, entre guillemets, pour ceux qui s'accrochent à ces places de stationnement. Et donc, le niveau d'acceptabilité est finalement un peu plus grand. Et je reviens du coup sur la question de la connaissance, de connaître où est l'offre de stationnement, qui l'utilise, et de partager cette connaissance. Et à Paris, ça a été effectivement la méthode qui a été utilisée avant réformer le stationnement. Il y a eu une large consultation avec un large partage du coup des informations dont on avait connaissance sur le stationnement à Paris, l'offre en surface, l'offre auprès dans les immeubles, dans les sous-sols d'immeubles, l'offre dans les parcs publics de la ville et l'utilisation aussi qui en était faite par les résidents, par les visiteurs, etc. Et partager cette connaissance lors de ce qu'on a appelé les états généraux du stationnement a permis aussi de préparer cette réforme. Est-ce que vous avez, ou en parallèle de la suppression des cases de stationnement, il y a une signalétique qui se développe, une stratégie justement pour que les gens, parce que vous disiez c'est à peine 18 % les cases sur rue, donc j'imagine que dans les tours sous les tours à bureaux ou il y a des stationnements étagés ou autres, est-ce qu'en parallèle, il y a une signalétique ou il y a une stratégie qui se développe pour que les gens qui arrivent en voiture puissent finalement éviter de tourner en rond là, et trouver rapidement les cases de stationnement? En tout cas, alors oui, il y a une signalétique vers les parcs publics, ça oui. Par contre, là où on a l'offre la plus conséquente en sous-sol, parce que c'est plus que 60 %, c'est vraiment dans les immeubles résidentiels et dans les immeubles tertiaires. Et c'est vrai que cette offre-là, au-delà des habitants et des personnes qui y travaillent, elle est mal connue. Du coup, il y a tout un travail qui est vraiment de rendre visible cette offre, de la partager, parce que en gros, cette offre en sous-sol
et les sous-exploiter. Ces parkings-là sont souvent vides quand la pression en surface elle est importante et pourtant on a des parkings qui sont à moitié vides. Donc il y a tout un travail que la ville de Paris essaye de mener, notamment avec des acteurs comme des bailleurs sociaux pour qu'ils puissent louer des places de stationnement en dehors des habitants de leurs immeubles. Il y a des nouveaux opérateurs du coup qui sont sur le marché qui jouent ce rôle d'intermédiaire, on va dire, pour louer des places de stationnement. Donc il y a tout un écosystème qui a réinventé, qui est en train de se mettre en place, mais il y a encore un potentiel énorme pour faire basculer justement une grosse partie du stationnement vers le sous-sol. L'offre est là et l'offre en sous-sol permet largement d'accueillir le besoin de stationnement à Paris, sachant qu'on est dans une ville où plus de 60% de la population n'a pas de voiture. Donc il faut conserver une offre, mais là pour le coup, on a une offre qui est largement surdimensionnée par rapport aux besoins. Oui, voilà. Bon, on n'est pas à ce ratio-là ici, ouais. Au Québec, quand même. Réduire 50% des cases de stationnement à Québec, le maire Bruno Marchand, ce serait un bel objectif pour 2026? Je pense qu'on en est loin, effectivement, mais d'un autre côté, c'est ça, je veux dire 50%, si on étale ça sur plusieurs années, c'est quelque chose qui est tout à fait admissible. Un des exemples qui est très souvent nommé, c'est l'exemple de Copenhague qui a réduit de 4% pendant de nombreuses années. Mais je veux dire 4%, on s'en rend à peine compte. Là, donc ça veut dire un coin de rue par-ci par-là, etc. On réduit, puis au final, on a besoin de moins en moins. Puis on peut transférer la demande ailleurs. Puis je pense que c'est important de quand même nuancer un petit peu la notion de silo. Là, on parle d'offre privée ou publique. Il y en a un lien entre les deux, puis c'est le lien du marché. Et actuellement, le marché est complètement faussé. C'est-à-dire que forcément, il n'y a rien de rentable à pouvoir concurrencer l'offre gratuite ou sous-tarifée, et notamment du stationnement sur rue, du stationnement résidentiel, des vignettes. Actuellement, je ne sais pas combien c'est exactement dans les différents arrondissements de Montréal, mais c'est rien du tout. On est très très loin d'un prix du marché pour avoir le droit d'entreposer un bien privé, et ça passe aussi par ça, de pouvoir rendre concurrentiel et de pouvoir faire un lien naturel entre les deux offres. Ça passe par une mise à niveau des tarifs pour rejoindre le marché finalement. Marco? Mais beaucoup de choses ont été dites. Je pense que le défi, c'est vraiment celle de l'interconnexion du public et du privé. Et je pense que les villes devraient avoir les outils pour le faire. Je viens d'une ville dans laquelle, quand je suis parti il y a 20 ans, 400 000 véhicules chaque jour entraient dans la ville sans avoir une place physique pour se stationner. On a travaillé beaucoup sur le stationnement souterrain, et si vous y allez encore maintenant, c'est Milan, qui est quand même une ville reconnue pour avoir des beaux succès au niveau du stationnement. Vous trouverez que les voitures sont encore stationnées sur tous les trottoirs de la ville. Parce que le travail a été fait d'un côté. On s'est dit, on va bâtir, on va faire du sous-sol, on va faire, etc., mais on n'a rien travaillé sur le terrain public et qui reste encore gratuit, et même où il y a des fondus stationnés. Évidemment, on permet aux gens de se stationner sur les trottoirs, etc. Donc, cette relation est un peu essentielle, et je pense que ça va un peu au-delà. Je ne suis pas un expert de réglementation municipale, même si on a nos difficultés là. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus que collaborer avec les privés, mais que c'est aussi fixer des règles qui sont un peu plus contraignantes par rapport à ça. Là. Les deux, Florence et Charles, je reviens à vous. Par rapport à ce qui a été dit sur Paris, on dit ah oui, Paris c'est vraiment Montréal, c'est pas Paris, ou c'est pas Paris, c'est pas Montréal, mais on a quand même des quartiers centraux très denses dans lesquels on a des taux de possession automobile qui ressemblent à ça. Donc la moitié des ménages ou un peu moins qui ont une voiture, donc un peu plus de la moitié qui en a pas. C'est les quartiers où cette densité est la plus, c'est les quartiers centraux de Montréal. Il y a beaucoup de voitures stationnées sur rue, donc à mon avis, il y a quelque chose à réfléchir. Puis alors la tarification résidentielle, non seulement elle n'est pas élevée, la vignette, mais elle est variable d'un arrondissement à l'autre. Enfin, il y a quelque chose de très oui, mais c'est même, les tarifs sont hétérogènes entre les arrondissements, donc il n'y a pas de réflexion commune là-dessus. Donc à mon avis, quand même, il y a une marge de manœuvre qui est très élevée en fait, et on pourrait avoir des
similitudes ou des points qui nous rapprochent et tirer des enseignements sur la meilleure information, l'optimisation, relocalisation. Puis on réfléchit pas beaucoup, je trouve, ou pas suffisamment ici à relocaliser les stationnements aussi ailleurs que devant la maison, devant le commerce, systématiquement. Donc cette culture on fait du linéaire comme ça, puis on réfléchit pas trop à la localisation. Là, je pense qu'on est rendu à un point où il faudrait avoir cette réflexion-là d'optimiser, alors soit avec la mutualisation avec le privé d'édifices qui ont de l'offre, soit aussi à amener les voitures un peu ailleurs, un peu en dehors de certaines artères et de certains, comme ça se fait aussi dans d'autres villes. Je pense qu'il y a une marge de manœuvre, une marge de progression qui est quand même très élevée. Puis ça passe par du règlement et du règlement et du règlement. Donc il y a quelqu'un qui va porter un chapeau assez désagréable de la contrainte réglementaire. Et oui, c'est les arrondissements, c'est la ville. Mais ça ne peut pas être incitatif. Enfin, ça ne peut pas être juste incitatif. Ça ne peut être que coercitif et incitatif. Alors, il faut du courage. Charles? En fait, le lien avec le marché est excellent. L'agence, on a fait... il y a deux éléments, en fait, qui sont en train de se réaliser. Il y en a un qui s'est réalisé il y a quelques années de ça. On a réalisé un projet pilote, justement, de mutualisation au centre-ville. Il y a beaucoup d'apprentissages qu'on a retenu, en fait, de cette expérience-là. Justement, qu'il faut y avoir, il faut développer un modèle d'affaires derrière, justement. Et actuellement, il y a l'Alliance Centre-Ville, Société de développement commercial du centre-ville, en fait, qui vient de sortir une étude fort intéressante. Et justement, elle place le stationnement au cœur de cette stratégie-là, où justement, elle dit, bien là, il faut arrêter de jouer à cutthroat, là, à coupe-gorge, puis il faut commencer à travailler ensemble. Il faut créer des normes, des standards, une tarification unique pour l'ensemble des propriétaires. Il faut que les gens puissent savoir où ils doivent aller, quelles sont les chances de trouver une place à destination, de mettre en commun cette information sur l'utilisation, sur la tarification, avoir un niveau de qualité quand même raisonnable. Il y a certains terrains de stationnement ou structures de stationnement qui sont loin d'être intéressantes. Donc, comment est-ce qu'on va prendre les gens de la rue et les envoyer dans des espèces de trucs glauques? Il y a cette question-là qui doit être amenée. Et puis, finalement, aussi, il faut reconnaître une chose. Je ne suis pas étonné de ce que Karen nous racontait sur les résidents qui préfèrent rester sur la rue. C'est beaucoup plus facile de se stationner sur la rue et ensuite aller vaquer à ses occupations et revenir. Et cette notion-là, en fait, ce que ça vient dire, c'est qu'il faut mieux expliquer à quoi sert le stationnement en rue, à quoi sert le stationnement sur rue. Le stationnement sur rue, c'est peut-être plus pour un arrêt de courte durée ou pour une livraison, etc. Tandis que le stationnement de longue durée, bien, c'est là qu'on va passer notre journée ou notre avant-midi si on est en cours ou peu importe en réunion. Donc, il y a vraiment un apprentissage à faire à tous les niveaux. Là, moi, je dis souvent qu'on est dans le stationnement, il faut commencer par la pédagogie au niveau des élus, au niveau des commerçants, au niveau des citoyens, puis aussi au niveau des jeunes professionnels. C'est eux qui vont planifier la ville de demain. Parlons-en de tarification parce que, bon, ça a été mentionné qu'on avait beaucoup de cases gratuites, qu'on devait y aller peut-être avec plus des contraintes. Je voyais M. Chevreau, le directeur général de l'agence, qui était cité dans la presse récemment, et il y avait un article qui disait qu'il va y avoir de moins en moins de cases gratuites au centre-ville de Montréal. Et est-ce que les tarifs vont changer, vont évoluer ces prochains mois, prochaines années? Bien, ça fait partie des réflexions. Je sais que ça a été un de vos sujets aussi de recherche, Florence, sur les... Non. Mais oui, non, pas vraiment, pas sur la tarification. Enfin, on était une équipe pluridisciplinaire. L'impact, en fait, de la tarification sur le comportement des usagers. Je vais la prendre, c'est comme, je travaille finalement plus sur l'impact de la tarification sur le report modal vers le transport collectif, mais finalement, c'est des questions de coûts de mobilité qui ont déjà été évoquées très bien, de cette surproduction de stationnement majoritairement gratuit, si on le prend à une échelle de celle de l'île de Montréal, par exemple. Évidemment, si on zoome sur certains secteurs, on va avoir beaucoup plus de tarification au centre, mais on a quasiment une gratuité, ou en tout cas, quand on a des coûts, ils sont à un niveau très très bas. Mais ça, c'est l'histoire de la mobilité automobile. Elle est sous-facturée aux utilisateurs depuis très longtemps par rapport à la mobilité collective. Bon, ça, c'est un premier point. Offrir des places de stationnement gratuits, c'est vraiment faire un appel d'air à l'usage de l'automobile. On parlait de drogue tantôt. Mais c'est ça, c'est un appel d'air. Je suis pas pour puis c'est un autre. Je pense que c'est une erreur d'inciter au stationnement gratuit ou de faire du stationnement gratuit, parce que c'est vraiment lancer le message qu'il n'y a aucun problème à se déplacer en voiture dans tel secteur, nonobstant le secteur. C'est-à-dire que peut-être que ça crée des problèmes quand même, et ça ne rend pas, on ne prend pas conscience de l'impact de l'utilisation de la voiture et les impacts
multiples avec cet effet de gratuité. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans une période de transition socio-écologique, de mobilité qu'on cherche cette mobilité qu'on cherche à développer sobre, équitable, la gratuité du stationnement devient un problème, vraiment. Et ensuite, la tarification, ça peut vous permettre de jouer sur les usages. Si vous voulez qu'il y ait du roulement de courte durée, il faut vraiment que la tarification le permette. C'est-à-dire que si vous permettez un tarif à l'heure très bas, là, on va payer, puis des impossibilités de payer et des sanctions. C'était un petit peu ma sous-question qui était de voir jusqu'à quel point ou comment la tarification va changer des comportements, Charles et Marco, par la suite. Même juste très rapidement, en fait, un exemple, c'est Genève. Genève, ils ont une paramunicipale à peu près équivalente à la nôtre, très similaire, gère environ 50 des stationnements en rue au centre-ville. Personne ne parle de taxes kilométriques ou de taxes de la congestion là-bas. Ils sont capables d'élever les tarifs d'un coup des terrains, de leur offre. Et ils contrôlent les flux comme ça. Ils contrôlent la mobilité, ils contrôlent le choix. Ils peuvent l'inciter à tout le moins. Ils ne contrôlent pas, mais ils arrivent à l'inciter. Allez voir Chiara, je vous reviens, parce que je la voyais acquiescer aussi lorsqu'on parlait de tarification. Chiara? Oui, bien sûr que c'est un enjeu. À Paris, le stationnement est payant depuis longtemps, mais pas partout. Notamment, cette dernière réforme a permis de rendre payant le stationnement dans les bois, les 2 bois de Paris, bois de Vincennes et bois de Boulogne, où on avait encore des longs linéaires de stationnement qui étaient totalement gratuits, qui étaient l'héritage des décisions précédentes. Et c'est vrai que là, pour le coup, l'acceptabilité ça a été compliqué avec les habitants, justement parce qu'ils s'étaient habitués à pouvoir profiter de cette gratuité. Donc, c'était pas un acquis, mais c'est important de faire prendre conscience que l'espace public, déjà, est un bien public et le stationnement, finalement, est une forme de privatisation. Et puis qu'il a de la valeur, et notamment pour faire prendre conscience de la valeur, il n'y a rien de mieux que de montrer ce qu'on peut faire à la place d'une place de stationnement ou de plusieurs places de stationnement. Et développer du coup améliorer le cadre des vies. Il y a des tas de choses qui peuvent vraiment apporter de la valeur à la ville et améliorer le quotidien des habitants. Et c'est ça qui fait prendre conscience que c'est bien qu'il a bien une valeur cet espace. Et l'arrivée de la tarification, vous avez vu un impact concret sur le terrain, un changement de comportement des gens? Alors, à Paris, la plupart du stationnement était déjà payant. Par contre, il y a eu effectivement, et c'est ce qui a été dit aussi pour Montréal, le coût notamment pour le prix le tarif du stationnement résidentiel est extrêmement bas et extrêmement moins cher pour les habitants de stationner dans la rue plutôt que de mettre leur véhicule dans un stationnement, dans un parc, en infrastructure. C'est plus que 3 fois plus cher. Donc forcément, c'est un choix économique aussi de le laisser dans la rue. Donc, il y a un travail à faire sur la tarification pour que le tarif du stationnement de rue s'approche de plus en plus de celui des parcs en sous-sol pour qu'il soit de moins en moins avantageux de stationner en surface. Donc, il y a effectivement la réduction de l'offre. Donc, Paris a décidé de réduire énormément l'offre en surface et en même temps, il y a eu une augmentation de ce qu'on appelle le tarif visiteur pour ne pas trop impacter les résidents, mais il y a le tarif visiteur qui a été augmenté. Et puis, il y a une question de rotation. Le tarif visiteur implique aussi qu'on ne puisse pas rester trop longtemps sur une même place. Donc, il y a une rotation qui s'impose et c'est l'idée de mieux partager ces places aussi. M. Viviani? Premièrement, je trouve que c'est important, un aspect que Mme Molinard a mentionné par rapport au bois de Boulogne. C'est-à-dire, c'est pas idéologique. Il ne faut pas qu'il soit idéologique, l'idée de réduire, de mieux gérer le stationnement. Il faut qu'il soit lié à des avantages et à une logique d'équité qui s'explique. Et je pense que quand on est capable de faire ça, il y a toujours une transition un peu pénible, on s'entend. Mais après, on est gagnant, que les gens y comprennent, ils sont carrément des supporters de ça. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important parce qu'on risque de tomber dans l'autre panneau. En réalité, ce que je voulais dire aussi était l'aspect de la c'est pour faire aussi plaisir à l'agence, comme ça, ils vont m'inviter encore d'autres fois, du contrôle.
Et je pense que ça, c'est une des nœuds qui, à Paris, a fait le changement qui fait maintenant. Avant, personne ne contrôlait. Et le prix de la contravention était tellement bas. Je connais bien du monde qui disait, bah, au pire, je vais payer, ça ne va me coûter pas plus cher que stationner. Je le prends une fois par 6 mois en contravention. 30 euros, même moins. Je pense qu'il était 12 euros ou 15, une chose ridicule. Donc, là, maintenant qu'ils ont changé les règles et les façons de contrôler, ben, ça change beaucoup. Ouais. Il faut être capable d'aller un peu plus loin. Nous, on comprend encore 100 000 euros de contravention parce qu'ils squattent nos places et nous, il faut qu'on vaille ailleurs. Donc, il y a encore un petit passage d'amélioration à faire. Là. Mais je vais passer mon message pour Paris. Mais c'est clé, cette histoire. Alors, peut-être qu'à Montréal, on est assez bon dans le contrôle, mais dans d'autres villes, ce n'est pas du tout le cas. Donc, il ne faut pas perdre cette capacité. On va passer bientôt aux questions. Alors, si jamais, je ne sais pas s'il y a un micro qui va se promener. Bref, même chose pour vous à la maison ou au bureau. N'hésitez pas à nous envoyer dès maintenant vos questions. On va pouvoir y répondre dans quelques instants avec nos intervenants. Et si vous visez un intervenant en particulier, faites-nous signe à travers votre question. Pierre-Yves? Je voudrais poursuivre sur la question du prix, du coût ou de la valeur du stationnement résidentiel notamment, du stationnement sur rue au sens large. C'est important d'être capable de le comparer. Il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer le bénéfice facilement de, mettons, transformer du stationnement par une piste cyclable. Ça, c'est difficile à évaluer en termes de revenus, mettons. Mais par exemple, quand on transforme du stationnement pour en faire des terrasses, on peut l'évaluer. C'est sorti récemment à Toronto. Ils ont estimé que ça rapportait 50 fois plus en termes de dépenses des clients sur les terrasses que ce que ça rapportait pour les parcomètres. Donc ça veut dire que les parcomètres, est-ce qu'ils sont sous-évalués d'un facteur 50? Je ne sais pas. Après, pour les stationnements résidentiels, on peut regarder aussi à l'international. À Stockholm, ça coûte 150 $ par mois d'avoir une vignette de stationnement. C'est des contextes différents, mais on n'est certainement pas dans le même ordre de grandeur. Et combien est-ce qu'on est prêt à payer pour stationner sur la rue? Puis là, j'aurais le goût de prendre ta place pour poser une question. Marco, c'est quoi la valeur d'une case de stationnement sur rue pour Communauto? Parce que nous, on paye entre 900 et 1300 $ par année pour une place de stationnement. Je pense que c'est le Conseil régional de l'environnement qui, il y a quelques années, avait calculé que c'est un prix moyen raisonnable compte tenu des frais de déneigement, d'entretien de la voirie, etc., etc., etc. Et c'est bien comme ça, je veux dire, c'est pas... la question est que les autres, ils payent 100. C'est ça. Et quand nous, on demande une place, on ne l'a pas. Mais c'est correct de subventionner du stationnement à usage de ce type-là, c'est-à-dire d'une mobilité partagée, puisque ça contribue à réduire les taux d'équipement des ménages en voiture. Donc on peut leur faire gratuit même, ça serait même une bonne idée, puis leur trouver des places. C'est ça dont tu as besoin, je crois. C'est ça, mais il y a une chose intéressante. On était toujours contraire à avoir du stationnement gratuit. Bon, des fois, c'est plaisant, mais en général, on le paye. Parce qu'avec 1300 par véhicule, et réparti entre 30 ménages, finalement, chaque ménage, il va payer moins et on va rendre plus de valeur à cet espace. Donc, c'est une belle façon de démontrer que l'espace peut être utilisé mieux. Le conducteur de voitures partagées peut contribuer, effectivement, mais on mesure de mieux en mieux l'impact des rues cyclables et des réaménagements des rues conviviales sur les revenus des commerces. Il y a des données probantes nord-américaines, parce que souvent on s'entend dire les études sont européennes, il y en a plein en Europe, il y a des études nord-américaines, donc ça se mesure aussi bien que les terrasses des cafés, les placotoirs, il y a un effet sur des aménagements et un effet positif. Alors on parlait de donner puis de dialoguer avec les parties prenantes. C'est sûr que c'est un peu notre rôle aussi. Donc moi aussi, j'espère que je serai réinvitée à l'agence. Mais il faut porter cette espèce de bonne parole scientifique, de données probantes qui existent. Et on a de plus en plus même de méta-analyse des aménagements où on voit que les aménagements en faveur de la mobilité durable dans les artères commerciales ont des impacts positifs.
commence à avoir de plus en plus d'études, notamment de Toronto. Là, je sais, j'ai vu moi aussi passer des études de Toronto. Je profiterai peut-être des dernières minutes là, entre nous seulement, parce que vous avez parlé de Genève. Là, on a la chance d'avoir quelqu'un à Paris. On a parlé de Toronto. Bon, est-ce qu'il y a des villes, justement, qui vous inspirent au niveau de la gestion du stationnement comme levier de mobilité durable? Et si oui, pourquoi? Pourquoi cette ville-là vous inspire? Quelles mesures concrètement vous inspirent qui pourraient peut-être même venir ici à être implantées ou nous inspirer à ce niveau-là, Charles? Bien, j'ai quelques villes, en effet, qui m'inspirent. Paris, dans un premier temps, au niveau de l'inventaire qu'ils ont fait. La stratégie qu'ils ont développée est fort avant-gardiste et l'inventaire a été exceptionnel. J'ai Amsterdam qui m'inspire beaucoup par l'utilisation de la lecture de plaques automatiques pour le paiement, le contrôle, etc. J'ai Toronto qui m'inspire beaucoup pour le dialogue qu'ils ont ouvert avec le secteur privé, les promoteurs, pour justement amener la mutualisation dès le début du projet, à la planification même du projet. Et il y a Montréal qui m'inspire, parce qu'en fait, c'est un geste fort d'avoir créé l'agence. C'est une volonté très affirmée. On parlait de contrôle, mais Montréal, on est très unique d'avoir le contrôle à même la gestion du stationnement. Ça nous permet de grandes capacités opérationnelles. On peut intervenir sur les pistes cyclables, sur les voies réservées des véhicules qui bloquent ces voies-là. Un véhicule stationné qui bloque un autobus pris dans la congestion, on vient de perdre toute l'utilité. Les places à mobilité réduite, etc. Donc, c'est un geste très, très fort et je sais pertinemment bien que le modèle de Montréal inspire aussi d'autres villes, justement par cette capacité opérationnelle là, qu'on a. Chiara, de votre côté? Sur des villes qui nous inspirent, moi je saurais pas vous dire. Je pense qu'on a beaucoup regardé les capitales européennes dans leur modalité de gestion du stationnement. On les a regardées aussi par rapport à la tarification du stationnement. On s'est par exemple rendu compte qu'à Paris, le tarif était bien inférieur par rapport à d'autres capitales européennes. Donc oui, c'est toujours enrichissant de toute manière de regarder, de s'enrichir de l'expérience des autres. C'est une étape inévitable et donc on a bien évidemment regardé ce qui se faisait ailleurs. Après, je ne saurais pas vous dire si on a un seul exemple. Il y a sans doute plein d'exemples qui ont inspiré et complété la stratégie parisienne. Florence, j'aurais le goût on a très peu parlé d'un de vos champs d'expertise qui est la ville intelligente, mais j'imagine qu'à ce niveau-là, justement, il y a peut-être des inspirations qui sont venues dans vos recherches. Ouais, je vais avoir une réponse plate, parce que comme je suis du côté de la recherche et de la production de connaissances et de données probantes, on n'est pas tout à fait dans une posture de se faire inspirer par des villes, mais plutôt d'aller effectivement étudier des cas, et même ceux qui ne fonctionnent pas. C'est là le côté plus plat, c'est-à-dire, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe, de faire de l'évaluation finalement de politique publique, on va appeler ça. Puis en plus, moi je travaille beaucoup. Moi j'ai une approche particulière de la ville intelligente. Je dis souvent, je ne suis pas du côté tant que ça de ce qu'on entend habituellement par la ville intelligente. Je suis du côté des processus de gouvernance, de jeu d'acteurs. Ça veut dire quoi? Et donc. Des gadgets et des technologies, la ville intelligente. Oui, c'est ça. C'est exactement le début de ma phrase en général. Et oui, c'est ça, exactement. Ben oui, comment on prend en compte les besoins sociaux, comment on l'insère dans des milieux urbains et quelle gouvernance ça prend. Donc, on a fait des études pour la ville, parce que la chaire est financée par la ville de Montréal, puis on accompagne le PUM, le plan d'urbanisme et de mobilité. Et on a fait des études sur les facteurs de démotorisation, par exemple, des ménages, ou sur comment prendre en compte les inégalités de mobilité dans ces grandes transformations dont on parle. C'est sûr qu'on fait du regard croisé. On a étudié Vancouver pour une politique de stationnement résidentiel négociée avec les parties prenantes. Donc c'est sûr qu'on a des inspirations multiples. L'idée étant toujours chez nous, les chercheurs, de ne pas dire c'est quoi la bonne pratique, parce qu'à mon avis, c'est un piège, mais de tirer des enseignements. Soit la ville a une problématique similaire, puis on voit comment elle l'a réglée. Soit on est dans un autre univers et on essaye d'en tirer des leçons pour re-questionner la situation montréalaise. Donc c'est un peu ce que Chiara disait, ça peut être toutes sortes d'inspirations. On regarde beaucoup l'Europe parce qu'on peut se comparer en partie à l'Europe, puis on regarde évidemment le continent nord-américain essentiellement. Donc, je n'ai pas de réponse beaucoup plus précise que ça. On a étudié, dépendamment des questions qu'on pose, différentes villes dans ces continents-là. En autopartage, Marco, on s'entend qu'ici au Québec, on se démarque quand même très, 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 très bien et de plus en plus, en fait. Là. Tout à fait. Plus en général, je pense que côté stationnement, on a peut-être de la difficulté à trouver la ville parce qu'on est
toutes les villes sont prises un peu dans cette chercher des solutions, étudier, toutes les questions qu'on disait tantôt de reconnaître la problématique et trouver les solutions. Et donc, il y a des choses qu'on peut piger ici et là. Si je me concentre sur l'offre des services, disons, alternatifs ou pour utiliser les places de stationnement mieux pour du transport et donc, entre autres, l'autopartage, etc. C'est ce qu'on fait en Belgique, notamment à Bruxelles ou à Ghent, etc. C'est très bien. Je prends, par exemple, vraiment le focus sur l'autopartage. Par exemple, la ville de Bruxelles a un plan et toutes les années, elle définit quel type de augmentation il veut pour l'autopartage et donc identifie les places de stationnement qui vont être livrées aux opérateurs d'autopartage pour atteindre cette offre. Donc, c'est la ville qui prend le devant et non pas les entreprises comme vous qui devez aller voir la ville. D'accord. Et ils sont eux qui trouvent les espaces, ils s'occupent de les mettre à disposition, etc., pour faire grandir. Il y a une logique de j'ai de l'espace, je veux obtenir un résultat qui est partagé après par les gens. Il y a des usagers qui vont être des citoyens plus contents et que donc la ville assume cette charge. On a une première question donc du public qui nous vient. Est-ce qu'une taxation sur la suroffre de stationnement privé, donc les cases excédentaires par rapport aux exigences réglementaires, serait une alternative? Est-ce que ça a déjà été implanté? Et si oui, est-ce qu'il y a des leçons qui ont été apprises de ça? Pierre-Yves. Alors, je ne suis pas certain, mais il me semble qu'à Sao Paulo, ils ont mis en place une politique qui fait en sorte qu'au-dessus d'un certain ratio, les stationnements comptent différemment dans l'évaluation municipale, comptent comme surface habitable en gros. Donc, ça vient forcément augmenter du coup le coût d'avoir du stationnement, donc changer le coût d'opportunité pour faire autre chose. Il me semble que c'est à Sao Paulo, mais c'est pas si fréquent que ça. Je pense que, un peu comme tout à l'heure, Charles faisait un peu un coup de pouce à Montréal. Je pense que c'est quand même important de reconnaître le travail qu'a fait Montréal avec la taxation des stationnements de surface au centre-ville. Depuis quelques années, ça a eu un impact majeur là, sur l'incitation. Est-ce que c'était de la suroffre ou pas, mais en tout cas, c'était de l'exploitation commerciale de stationnement de surface qui a été taxée de façon beaucoup plus grande pour dire, non, c'est pas l'usage qu'on veut de ces terrains-là. On veut des usages qui sont bien plus intéressants. On veut du logement, on veut de l'activité. Et ça a permis notamment de supprimer beaucoup d'espaces de stationnement de surface. Il n'y en a presque plus là, de stationnement de surface majeur privé au centre-ville, alors qu'il y a 10 ans, il y en avait plein. Quelqu'un souhaite rebondir? Des effets rebonds qui peuvent apparaître un petit peu pervers, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça devienne comme une espèce de droit à payer une suroffre de stationnement. Il existe des mécanismes au Québec de fonds de compensation dans des projets d'aménagement de type, les projets autour des gares, là, les projets de type TOD, où on peut négocier avec des promoteurs des fonds de compensation, c'est-à-dire soit on fait le stationnement ou pas, puis en fonction de ça, on va reverser à la ville un financement pour que la ville se charge soit de faire le stationnement, soit on compense la suroffre, dépendamment des mécanismes. Le problème, c'est que ça peut être vite un outil de négociation à effet un petit peu pervers, mais... Voilà, au lieu d'être dissuasif, finalement. On a une question ici, je crois. Juste ici en arrière, d'accord, on vous écoute. Alors, bonjour, moi c'est Blaise Régnard, responsable transport urbanisme au Conseil régional de l'environnement. J'allais parler de taxation, évidemment. Là, vous m'avez surpris avec le dernier échange. Donc, c'est vraiment un exemple d'écofiscalité probant là, à Montréal où on taxe des aires de stationnement. Je pense que c'est aussi un levier d'adaptation de la ville en termes d'urgence climatique. Si on parle de collaboration avec le secteur privé ou de réglementation, on le sait que ça n'aura que des effets dans plusieurs années lorsqu'il y aura des constructions de nouveaux logements, lorsqu'il y aura rénovation. Alors, si on veut effectivement adapter la ville au rythme des changements climatiques, il faut des incitatifs beaucoup plus efficaces. Donc, la taxation, dans ce sens-là, peut être vraiment un outil pour attribuer une valeur qui ensuite va encourager la mutualisation, encourager la gestion de l'eau, encourager la réduction des îlots de chaleur, encourager les autres modes de déplacement. Alors, petit commentaire ici, là. L'autre chose dont on n'a pas parlé puis qui m'intéresse parce qu'on organise un forum le 1er juin sur le stationnement à l'échelle métropolitaine, c'est qu'est-ce qu'on fait
du stationnement en dehors de la ville-centre. Alors, on a bien parlé des quartiers centraux, puis je pense que là, il y a une bonne acceptabilité. Qu'est-ce qui se passe dans nos municipalités au point de l'île ou en dehors de l'île de Montréal? Et puis, comment on peut amener ces secteurs-là à se redévelopper ou à considérer payer plus quand ils désirent accéder à la ville pour répondre à leurs besoins? Qui ose une réponse? Charles? Je vais tenter une réponse. Montréal reste malgré la pandémie, j'ai hâte de voir les prochains résultats des enquêtes que l'autorité est à même de faire actuellement, mais Montréal reste un point important en termes d'attraction de mobilité. D'intervenir sur le stationnement à Montréal va définitivement avoir un impact sur la mobilité régionale d'entrée de jeu. Maintenant, après, vous avez un forum le 1er juin, donc on va aller vous écouter comment vous allez interpeller les villes de banlieue sur la gestion du stationnement. Ça va être fort intéressant. Mais clairement, il y a des vases communicants dans la mobilité automobile lorsqu'on vient à Montréal, si on intervient sur le stationnement à Montréal. Oui. Il y a quelques années, pour le CRA, on avait fait cette étude sur le stationnement métropolitain avec le ministère des Transports du Québec. Et les besoins de connaissances étaient encore plus flagrants, c'est-à-dire qu'on ne savait même pas trop définir parfois. On savait qu'en banlieue, secteur résidentiel, le long du trottoir, tu n'as pas le droit de te stationner, puis après, c'est les stationnements de grande surface. Mais la connaissance de l'usage du stock, du flux, très, très flou. Donc ça, à mon avis, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est quand même les alternatives à l'automobile. Les alternatives à l'automobile, quand on va se mettre à gérer le stationnement au centre-ville, destination d'emploi, ça va avoir des répercussions sur les municipalités de banlieue, de couronne, etc., à condition qu'elles aient à offrir quelque chose en termes d'alternatives à leur population. Parce que moi, je suis la première à penser qu'il faut réduire l'offre pour changer les comportements, à condition d'eux, puis il y a de nombreuses conditions à réunir. Et pour les navetteurs périphérie-centre, s'ils n'ont pas d'alternative crédible à la voiture, on va créer un nouveau problème et une nouvelle inéquité sociale et socio-économique. Et ça va avoir des impacts multiples et plutôt un cercle vicieux que vertueux. Donc l'approche systémique, on n'en a pas parlé non plus, mais ce n'est pas une question de stationnement, c'est une question de transport collectif, de stationnement, de tarification et d'aménagement urbain. Autre question, merci Benjamin. Oui, Vincent Côté d'IBM. Question sur les bornes de recharge sur rue. J'aimerais vous entendre sur la situation, comment vous trouvez que ça se passe en ce moment, les bornes de recharge sur rue à Montréal, et peut-être, Marco de Communauto, vous entendre sur comment ça peut poser un défi pour vous, les bornes de recharge de véhicules électriques, et potentiellement l'agence aussi sur est-ce que c'est une opportunité, en fait? C'est sûr que c'est un défi. Là. On imagine que notre croissance dans les prochaines années, ça va faire surtout autour de la voiture électrique. Et maintenant, on ajoute pour Montréal un peu plus que 1000 véhicules par année. Là. Donc, ça va être un problème. Et que ça ne se règle pas juste en disant on va mettre des bornes partout en voirie. Donc, il y a évidemment des technologies qui vont peut-être arriver, mais c'est un problème et c'est lié strictement à la question du stationnement. Parce que quand la voiture se recharge, c'est stationné quelque part. Donc, on est déjà bloqué là-dedans. C'est un gros défi. On n'a pas vraiment de solution. On les cherche pendant qu'on avance. Construit l'avion en volant. L'expression de la pandémie. Oui, Pierre-Yves? Il y a effectivement énormément de défis, puis je pense qu'il y a quelque chose auquel il faut être très attentif en matière d'offre de bornes de recharge, c'est que ça peut constituer une dangereuse pérennisation du stationnement. Le jour où on décide d'implanter une borne de stationnement sur rue, puis que finalement, quelques années après, on doit l'enlever parce qu'on veut faire passer le rêve, ça veut dire qu'il y a une réflexion qui a été manquante à la base. Puis c'est correct, on construit l'avion en volant. Mais donc, ça veut dire peut-être tous les endroits où on pense qu'il y aurait des meilleurs usages que le stationnement, donc à beaucoup d'endroits, mais notamment toutes les coins de rue, toutes les rues, les artères commerciales. Les artères commerciales qu'on se dit, on va peut-être la vouloir fermer de temps en temps dans l'été pour la piétonniser.
on va pas mettre une borne de stationnement à cet endroit-là. Donc il y a une réflexion vraiment importante sur la localisation et sur le type de borne, sur l'usage que ça va générer et sur la réelle nécessité d'en avoir et d'en avoir beaucoup. C'est vraiment complexe. La question justement portait sur cette notion d'opportunité. Nous, c'est certain que l'opportunité, on la voit surtout sur le hors-rue, s'il y a du déploiement de bornes à faire, parce qu'à un moment donné, ton exemple est excellent. Mais dans tous les cas, il y a aussi une autre question sous-jacente importante. Quel va être le rôle du privé? Actuellement, le public est là pour démarrer le mouvement, en quelque sorte, mais les stations d'essence, qu'est-ce qu'elles vont devenir après? Vont-elles devenir des... Il y a une vraie question à avoir. Quel sera le rôle du privé? Ça ne peut pas être uniquement le public. Puis aussi, l'autre question, c'est qu'il y a une question de volume à un moment donné. Quand tout va être électrique, comment les choses vont vraiment fonctionner? Aujourd'hui, la station d'essence, on remplit rapidement les recharges. Donc, le volet sur rue a ses limites, sans doute, pour plein de raisons. Le volet en rue, fort probablement, peut être porteur, et le privé là-dedans. Oui, parce qu'il y a des questions d'équité encore, là. Je veux dire, il n'y a pas de borne rentable. Il y en a peut-être 10 au Québec. Là. Je veux dire, c'est pas... Donc, c'est encore une fois une subvention à la mobilité automobile, certes qui n'émet pas de gaz à effet de serre au Québec, mais globalement, c'est quand même encore de l'argent donné aux privilégiés qui ont le loisir d'avoir une voiture. Voilà. On a franchi le cap des 13 heures, donc on a peut-être le temps pour une dernière question ici. Pour la ville de Paris, dans la stratégie de réduction de 50% des places sur rue, est-ce qu'il y a une analyse des usages alternatifs au stationnement qui a été réalisée? Est-ce qu'il y a une identification ou une priorisation des usages, peut-être par exemple comme des solutions pour faciliter la livraison urbaine durable ou l'intégration de solutions d'autopartage ou autres, ou même d'autres usages pas forcément dédiés pour la mobilité, mais pour faciliter la démocratie en ville ou la place de l'individu dans une ville? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la volonté de réduire de moitié le nombre de places de stationnement. En vrai, c'est l'une des mesures qui a été beaucoup mise en avant, mais la réforme du stationnement est en premier lieu une redistribution de l'offre de places de stationnement et notamment en faveur de certains usagers qui soit n'ont pas le choix que de recourir à la mobilité, à ce type de mobilité. Donc, effectivement, certains professionnels, je pense notamment à tout l'approvisionnement des commerces, les questions de logistique urbaine, de livraison, mais aussi des publics comme les personnes à mobilité réduite en situation de handicap qui ont du mal à recourir à d'autres modes de transport et notamment le transport collectif qui à Paris est très bien maillé partout, sauf qu'il n'est pas accessible. Le métro parisien est très peu accessible quand on est en fauteuil. Donc il y a un vrai sujet qui est aussi la redistribution. Donc tant on veut réduire le nombre total, l'offre totale de stationnement, et en même temps on augmente et on promeut un meilleur partage. Par exemple, on veut augmenter le nombre d'aires de livraison, on augmente le nombre de places pour les personnes à mobilité réduite, on augmente l'offre pour la mobilité partagée. Donc voilà, c'est vraiment redistribuer l'espace public pour des usages qui sont du coup plus équitables et plus en relation avec les évolutions sociétales et les évolutions climatiques, etc. Donc c'est une logique qui est beaucoup plus large. Et par rapport aux autres usages, effectivement, il faut mettre cette réforme du stationnement en perspective avec d'autres politiques, la politique de végétalisation de la ville, la politique, les différentes politiques de mobilité, notamment le plan vélo, mais aussi la politique vis-à-vis des piétons. L'espace est restreint, donc la bande de stationnement finalement est le réservoir d'espace qui nous permet de faire des pistes cyclables, qui nous permet de planter des linéaires des rues, qui nous permet d'élargir les trottoirs pour augmenter l'accessibilité et la marchabilité de la ville. Donc effectivement, c'est tout ça. Et dans le discours, on essaye de faire de plus en plus la relation entre les nouveaux usages que la réduction du stationnement permet de développer. Voilà. Merci beaucoup, Chiara. Merci beaucoup à tous. Merci pour votre présence. Merci d'avoir pris le temps de vous connecter à cet événement. Je remercie nos invités, Pierre-Yves Chopin, conseiller en aménagement et mobilité de Vivre en Ville, Charles de la Chevrotière, directeur stratégie d'affaires et de mobilité pour l'Agence de mobilité durable, Chiara Molinard, qui est chef de projet politique piétonne, hospitalité et usage de l'espace public pour la ville de Paris, Florence Poliac-Scherer, titulaire de la chaire de recherche sur les usages et pratiques de la ville intelligente du côté de l'UQAM, et Marco Viviani, vice-président développement stratégique de Communauto. Bonne main d'applaudissements.
Merci donc au public. Merci à la maison. Il y aura d'autres événements à venir en 2023. Alors, on vous invite évidemment à suivre non seulement le site web de l'Agence de mobilité durable, mais également les réseaux sociaux pour les détails de cet événement. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.